Assalamu alaikum wa rahmatullah. Permettez-moi tout d'abord de remercier Seigne Chérif qui a bien voulu m'associer à cette manifestation. Je remercie aussi tous les organisateurs, mais aussi d'encourager l'initiative qui est celle-ci. Permettez-moi ensuite de dire ma joie de partager quelques mots, la modeste connaissance que j'ai sur les thèmes qui nous intéressent aujourd'hui, puisque comme l'a dit Seigne Moutamlambo tout à l'heure, je ne suis pas praticien, je ne suis pas avocat, donc ma parole sera moins offensive, si je puis dire. Je suis chercheur, je suis universitaire, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lyon et spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, donc c'est en ce sens exclusivement que je vais axer mon propos. Depuis tout à l'heure, tous les exposants qui sont passés ont largement dégrossi tout ce que j'avais prévu de dire, donc je peux aller directement vers l'essentiel et dire que juridiquement, le sujet qui m'a été assigné, c'est celui de la protection juridique, de l'encadrement juridique et des instruments de protection, n'est-ce pas, des instruments juridiques, bien évidemment, de protection du patrimoine immatériel de Serigne Touba. Le patrimoine immatériel en tant que tel, si on le prend globalement, en droit, ça ne recouvre pas grand-chose, puisqu'il y a tellement de choses là-dedans. Depuis le début, on a vu qu'on pouvait y mettre la mosquée, on pouvait y mettre Keur Gouma, Café Touba et tout ce qui va avec. On y met également les Hassidas et tout cela. Mais d'habitude, ce qu'on considère comme étant un patrimoine culturel en droit, c'est des biens culturels qui n'appartiennent pas ou dont on n'arrive pas à retracer, n'est-ce pas, la chaîne de propriété. Mais pour ce qui est du patrimoine immatériel de Serigne Touba, le régime est différent. Le régime est différent dans la mesure où, ici, on arrive spécifiquement à distinguer un propriétaire, on arrive à distinguer un auteur, etc., etc. Et je vais insister sur un point, donc sur celui de la distinction entre le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel, puisque la matière, le matériel, est distingué en droit par sa corporalité, donc par son caractère physique, par son caractère palpable. La mosquée de Touba fait partie du patrimoine immatériel. Quand on prend un manuscrit du patrimoine matériel, pardon, quand on prend un manuscrit de Serigne Touba, un Khasaïd, l'original de Dialibatul Marahib, par exemple, ça fait partie du patrimoine matériel. Mais qu'est-ce que le patrimoine immatériel maintenant? C'est ce qui va spécifiquement m'intéresser. Il faut se dire que le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel se superposent dans une certaine mesure, mais se distinguent nettement. Se superposent puisque si je prends l'exemple de la mosquée que j'ai évoquée tout à l'heure, la mosquée en elle-même, c'est un élément matériel. Mais l'œuvre architecturale que constitue la mosquée relève du patrimoine immatériel. Et cet élément immatériel peut être repliqué, peut être dupliqué à l'infini. Si je prends l'exemple d'un Khasaïd tel que Dialibatul Marahib ou Matlaboul Fawzain ou tout autre Khasaïd, l'original du Khasaïd ainsi que les copies dont nous disposons, chacun de nous peut avoir une copie de ce Khasaïd. Et cette copie, le livre qu'on détient, relève du matériel, de la matière. Et donc, chacun peut l'avoir, chacun peut avoir cette matière, mais cette matière qui relève du patrimoine matériel se distingue de l'immatériel qui est le Khasaïd en lui-même. Et donc, pour simplifier tout cela, je pourrais dire que le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel, c'est comme le corps et l'âme en réalité. L'âme qui fait vivre le corps, ça relève de l'immatériel, mais le corps en lui-même, c'est du matériel. Et quels sont les moyens juridiques de protection de ce patrimoine immatériel spécifiquement, hein, donc je ne parle pas du patrimoine matériel plus généralement, puisque dans le patrimoine matériel, on trouvera des éléments immobiliers, la mosquée par exemple, qui relève d'un régime juridique spécifique, on retrouvera des éléments mobiliers, une paire de chaussures, un boubou, des manuscrits, tout cela relève du matériel. Mais maintenant, pour ce qui est du patrimoine immatériel, on verra que des instruments juridiques spécifiques sont en place pour les protéger. Et ces instruments juridiques sont très diffus au niveau international, puisque sur le plan universel, on a la Convention de Berne de 1886, qui coïncide à peu près avec le départ en exil de Serigne Touba d'ailleurs, la Convention de Berne de 1886, qui est destinée à la protection des œuvres littéraires
littéraire et artistique. Et cette convention de Berne a eu plusieurs répliques au niveau régional, notamment avec l'annexe 7 de l'accord de Bangui au niveau de l'OAPI qui regroupe 17 pays d'Afrique francophone. Mais au Sénégal aussi, on a la loi 2008-08 qui s'intéresse spécifiquement à la protection du droit d'auteur. Maintenant, si on prend l'ensemble de ces éléments, et je vais insister tout particulièrement sur les Rassaïd, puisque on sait que Serigne Touba lui-même a voulu leur accorder une importance telle qu'il est nécessaire d'y insister, mais aussi la charge spirituelle que portent ces Rassaïd, la valeur scientifique, le nombre, et le fait que Serigne Touba lui-même ait considéré ces Rassaïd comme étant, n'est-ce pas, si on devait lui attribuer un miracle, il considère ces Rassaïd comme étant justement son miracle. Donc je vais insister particulièrement sur ces Rassaïd, c'est dans ce sens que le reste de mon propos ira. Pour ce qui est des Rassaïd, c'est des œuvres littéraires et artistiques. Et les œuvres littéraires et artistiques sont protégées par le régime du droit d'auteur. Donc Serigne Touba lui-même a un droit d'auteur sur ces Rassaïd. Il y a l'article 1er de la loi 2008-08 qui dispose justement que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Et donc, Serigne Touba dispose de ce droit sur chaque Rassaïd qu'il écrit. Mais que protège le droit d'auteur? Le droit d'auteur protège les aspects originaux de chaque œuvre. Et ces aspects originaux, on peut les retrouver dans l'œuvre tout entière, mais aussi dans les parties d'une œuvre. Si je reprends l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, pour ce qui est d'un Rassaïd, on verra que là, le titre même de l'œuvre est une expression originale. Et cette expression originale fait l'objet d'une protection spécifique par le droit d'auteur. Mais aussi, chaque vers dans cette œuvre fait l'objet d'une protection par le droit d'auteur. Donc, chaque vers pris isolément. L'œuvre en elle-même est considérée globalement et protégée aussi globalement par le droit d'auteur. Et même les œuvres inachevées, s'il y en a, je ne sais pas, sont protégées par le droit d'auteur. Je vais dire, et ce sera là que je vais conclure mon propos, ce que recouvrent justement les prérogatives que confère ce droit d'auteur. Donc, quels sont les droits de Serigne Touba sur ces Rassaïd? Il y a d'une part des attributs patrimoniaux et d'autre part des attributs moraux dans ce qu'on appelle le droit d'auteur. Les attributs patrimoniaux permettent de protéger le droit de reproduction, donc de dupliquer, de recopier, tout cela. On ne pouvait le faire, je dis bien pouvait, j'y reviendrai, on ne pouvait le faire qu'avec l'autorisation de Serigne Touba. Il protège aussi le droit de représentation, donc le fait même de déclamer les Rassaïd ou de les afficher quelque part ou de les utiliser, partout que ce soit, eh bien c'est protégé par le droit d'auteur. Ça, c'est les attributs patrimoniaux. Mais ces attributs patrimoniaux sont protégés toute la vie durant de l'auteur et jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur. Or, Serigne Touba a quitté ce bas monde il y a bientôt 100 ans et donc ces attributs patrimoniaux sont tombés dans le domaine public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun peut écrire un Rassaïd sans pour autant en demander l'autorisation. Je reviendrai sur les précisions. Chacun peut les chanter en chourel sans en demander l'autorisation. Mais ça, c'est les attributs patrimoniaux qui s'éteignent 70 ans après la mort de l'auteur. D'autre part, il y a les attributs moraux maintenant. Les attributs moraux ont des caractéristiques, 4 caractéristiques essentielles. Ce sont des attributs perpétuels, imprescriptibles, inaliénables et transmissibles à cause de mort. Perpétuels, ils ne s'éteignent pas avec le temps. Imprescriptibles, même s'ils ne sont pas exercés pendant une longue durée, cela n'implique pas leur extinction. Inaliénables, on ne peut pas les arracher à son auteur, et transmissibles à cause de mort. Au décès de l'auteur, l'auteur le transmet à ses héritiers. Et de ce point de vue, on a, je dirais que le mouridisme est structuré d'une manière assez précise pour qu'on puisse distinguer spécifiquement l'héritier qui représente Serigne Touba. Et donc, celui qui dispose des droits patrimoniaux, des droits moraux, sur les œuvres, sur les Rassaïd de Serigne Touba, c'est Serigne Mountakha à l'heure actuelle. Et ces droits moraux comporte un certain nombre de prérogatives. Le premier droit moral, c'est le droit de paternité. Le droit de paternité, donc, même si on écrit
un seul vers, même si on affiche un seul vers ou le titre d'un Khasaïd de Seigne Touba, il est nécessaire d'indiquer que ça vient de Seigne Touba. L'auteur, c'est Seigne Touba. Et ce droit tant qu'il y a quelqu'un pour le défendre, ce droit ne s'éteint pas. Après le droit de paternité, il y a ce qu'on appelle le droit au respect de l'œuvre. Et les œuvres de Seigne Touba bénéficient aujourd'hui encore de ce droit au respect au Sénégal, en Afrique et au niveau international plus généralement. Le droit au respect comporte deux volets. Il y a le droit au respect de l'intégrité et le droit au respect de l'esprit de l'œuvre. Je vais préciser ces deux volets et rendre la parole immédiatement après. Le droit au respect de l'intégrité, cela veut dire qu'on ne peut pas amputer d'un Khasaïd de Seigne Touba ou d'une œuvre généralement de Seigne Touba d'un élément qu'il y a mis lui-même. On ne peut pas y ajouter également un élément qu'il n'y a pas mis. Donc on ne peut pas les corriger. On n'a pas le droit de les corriger puisque c'est lui qui les a voulu ainsi. Et il a un droit d'auteur là-dessus. Personne n'a le droit de modifier ces éléments des Khasaïd de Seigne Touba. Donc ça, c'est le droit au respect de l'intégrité. Il faut respecter l'intégrité de l'œuvre telle qu'il est. Parfois, on entend les chanteurs des Khasaïd ajouter ou répéter plusieurs fois un mot ou un refrain dans le Khasaïd de Seigne Touba. Si Seigne Touba ne les a pas répétés, il faut savoir que le fait même de le répéter sans autorisation de celui qui est détenteur de ce droit est passible d'une poursuite civile, mais aussi d'une poursuite pénale au titre du droit moral. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on n'a pas la possibilité d'y ajouter quelque chose qui n'y a pas été intégré. Et donc, si Seigne Touba a écrit un Khasaïd sans y mettre de tarjuman, sans y mettre d'introduction ou de conclusion, on n'a pas le droit de lui concocter, de lui créer une introduction ou une conclusion. On doit représenter ou rééditer son Khasaïd tel qu'il est. Cela implique quoi? Cela implique que quand quelqu'un écrit un Khasaïd et qu'il se trompe, par exemple, en sautant un vers, il porte atteinte à ce droit au respect de l'intégrité et les poursuites civiles et pénales notamment peuvent conduire à lui demander de retirer justement son œuvre de la circulation publique. Et donc, pour tous les Khasaïd qui comportent des erreurs, il y a des moyens juridiques de les effacer justement de la circulation publique. Ça, c'est le droit au respect de l'intégrité. J'en viens maintenant, et c'est le tout dernier point, je promets. J'en viens au droit au respect de l'esprit de l'œuvre maintenant, puisque Seigne Touba, chacun sait que c'est un homme de Dieu, c'est un homme qui s'est entièrement investi justement dans les affaires de Dieu, s'il faut ainsi le dire, pour simplifier. Donc, et donc, je ne m'intéresse qu'à la recherche du savoir, qu'à la connaissance et aux affaires de Dieu, à la religion. Donc, voilà. Et donc, le droit au respect de l'esprit de l'œuvre de Seigne Touba impose que ces œuvres ne puissent être utilisées que dans un cadre qui respecte l'esprit dans lequel il les avait prévus. Et donc, je vois très souvent circuler des éléments non à l'utilisation des Khasaïd à des fins musicales, non à l'utilisation, non à la profanation des Khasaïd, non à ceux qui jouent avec les Khasaïd. Il faut savoir que là aussi, il y a des moyens juridiques pour enlever tout cela de la circulation. Si un chanteur lambda se lève un jour pour intégrer un vers de Serigne Touba, donc il y a beaucoup de chansons dans lesquelles on voit des vers de Serigne Touba, mais il y a beaucoup de chansons profanes dans lesquelles on voit intégrer des vers de Serigne Touba. Il faut savoir que aussi ces chansons sont de nature à porter atteinte au droit, au respect de l'esprit de l'œuvre de Seigne Touba, qui est une prérogative morale du droit d'auteur, qui est perpétuelle, imprescriptible, inaliénable et qui est à l'heure actuelle transmis à Seigne Mountakha. Donc les moyens pour les défendre sont là. Je vais en conclure là mes propos en renouvelant mes remerciements à toute l'assistance.